La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 16 décembre 2024. Son titre ce matin, Petit Papa Powell, quand tu descendras tes taux. Les marchés actions occidentaux ont livré la semaine dernière une semaine en clair-obscur. Ils ont été rattrapés par les doutes sur la trajectoire des taux directeurs aux États-Unis. Cette incertitude s'invite à nouveau au menu avec une décision de politique monétaire de la Fed qui est prévue mercredi soir. Et si une baisse de taux de 25 points de base semble acquise, eh bien c'est la suite des événements qui titillent les investisseurs. Des investisseurs qui sont déjà préoccupés par les premières manœuvres du second mandat de Donald Trump. Vous l'aurez compris, la politique monétaire américaine a envahi à nouveau les conversations des financiers en fin d'année 2024 parce que les pronostics d'évolution des taux américains sont de plus en plus incertains. J'en profite pour faire une petite digression et souhaiter un bon anniversaire à Ben Bernanke, l'antépénultième patron de la Réserve fédérale américaine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 15 ans, jour pour jour, Bernanke devient la personnalité de l'année de Time Magazine pour avoir sauvé le système financier mondial d'une catastrophe planétaire qu'il avait lui-même incubée. Les années qui ont suivi, celles de l'argent gratuit, ont contribué à faire de la décennie 2010-2020 l'une des plus prolifiques de l'histoire boursière. Il n'empêche, le bilan de Bernanke est un petit peu décrié par certains, eh bien parce qu'il a permis de sauver pas mal d'acteurs qui ne méritaient pas d'être sauvés à la suite de la crise des subprimes. Je vous rappelle que la personnalité de l'année 2024 du Time est Donald Trump qui avait déjà été lauréat en 2016. Je referme cette parenthèse pour revenir à cette 51e semaine de l'année. Les investisseurs ont pleinement intégré une baisse de taux de 25 points de base aux États-Unis mercredi, ce qui ramènerait le taux des Fed Funds dans la fourchette 4,25 à 4,50%. Et là on est assez loin de l'argent gratuit post-Bernanke. Le problème, c'est que le marché pense désormais que la Fed va avoir de plus en plus de mal à continuer à réduire ses taux en 2025. En cause, eh bien, les politiques promises par Donald Trump, elles sont jugées inflationnistes, très inflationnistes même, jusque dans son propre camp. Je vous rappelle que les taux directeurs élevés sont un moyen de contrer une inflation trop importante parce qu'ils sont censés jeter de l'eau froide sur l'économie. Et dans un monde idéal, eh bien, tout le monde préfère que les taux soient plus faibles parce que ça favorise le développement et l'expansion économique à travers notamment le prêt. Les doutes du marché sur la capacité de la Fed à assouplir sa politique sont visibles dans le rendement des obligations d'État à 10 ans qui sont repartis en hausse à 4,38% ce matin. On était passé sous les 4,20% il y a quelques jours. Et c'est aussi visible dans les probabilités de baisse de taux de la Fed au-delà de la fameuse réunion du 18 décembre. L'outil FedWatch du CME ne donne que 17% de chance à une baisse de taux lors de la réunion du 29 janvier et le pourcentage est toujours majoritaire mais descendu à 60% pour celle du 19 mars. Jusqu'à une date récente, en effet, les investisseurs étaient très majoritaires à envisager des baisses de taux lors de ces deux réunions. Bref, l'incertitude entourant les premières mesures du second mandat de Donald Trump, qui débutera mi-janvier, a rattrapé les marchés financiers la semaine dernière. D'ailleurs, la plupart des secteurs ont souffert, avec une mention spéciale à la santé, à cause des affaires qui touchent le secteur de l'assurance santé aux États-Unis. Les matières premières ont aussi souffert, mais là c'est à cause des doutes sur la dynamique chinoise. Et on a l'immobilier qui était en berne, là c'est pour les craintes de maintien des taux élevés. Dans cet océan de rouge, eh bien deux valeurs ont permis au Nasdaq de briller. Tesla qui a encore gagné 12% grâce à la position privilégiée d'Elon Musk tout près de Donald Trump, et Broadcom dont les résultats dopés à l'IA ont dopé aussi le cours de bourse de 25% en 5 séances. On le sait peu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais Broadcom est dans l'antichambre des 7 magnifiques aux États-Unis. Le dossier pèse depuis vendredi soir 1050 milliards de dollars. Il dépasse désormais Berkshire Hathaway pour devenir la 8e capitalisation américaine. On va d'ailleurs peut-être parler des 8 magnifiques dans pas longtemps. Ce qui est sûr, c'est que sa performance explique en grande partie le gain de 0,73% du Nasdaq sur la semaine écoulée, alors que le Dow Jones a perdu lui 1,8%. Allez, on enchaîne avec les infos qu'il ne fallait pas rater pour bien démarrer la semaine. D'abord, l'agence Moody's a abaissé vendredi soir de AA2 à AA3 la note d'émetteur long terme de la France, qui est assortie désormais d'une perspective stable. Et là je cite textuellement Moody's, ouvrez les guillemets, les finances publiques du pays seront considérablement affaiblies au cours des prochaines années. En effet, la fragmentation politique est plus susceptible d'empêcher un assainissement budgétaire significatif, ce qui écarte le scénario de base. La probabilité que le prochain gouvernement réduise durablement l'ampleur des déficits au-delà de l'année prochaine est désormais très faible. Par conséquent, nous
nous prévoyons que les finances publiques de la France seront sensiblement plus faibles au cours des 3 prochaines années par rapport à notre scénario de base. Fermez les guillemets. Moody's estime que le déficit s'établira à 6,3% du PIB en 2025. Il devrait diminuer par la suite pour revenir à 5,2% du PIB en 2027. Mais bien sûr, cette dégradation entraînera une hausse du ratio dette sur PIB qui passerait de 113,3 en 2024 à environ 120% en 2027. Par ailleurs, le nouveau Premier ministre François Bayrou consulte actuellement pour former un gouvernement. Autre actu importante du week-end, le président sud-coréen n'a pas résisté à une seconde procédure de destitution pour avoir décrété unilatéralement la loi martiale dans le pays. Côté Chine, on promet beaucoup mais on délivre peu. La déception fait suite à l'enthousiasme après que Pékin a apporté peu de précisions sur son plan de relance. Les statistiques parues cette nuit sur la consommation et l'évolution des prix immobiliers sont par ailleurs peu rassurantes. Sur l'agenda macro de la semaine, il y aura beaucoup d'indicateurs macroéconomiques parce que les instituts statistiques vouent le plus grand respect à la trêve des confiseurs qui sévira cette année du 21 décembre au 2 janvier à peu de choses près. On a quand même des indicateurs PMI aujourd'hui, les ventes de détail US et l'IFO allemand sur la semaine, mais le marché se focalisera donc sur les décisions de politique monétaire. Il n'y a pas que les États-Unis d'ailleurs, il y a aussi le Royaume-Uni et le Japon cette semaine. Côté agenda des sociétés, il reste quelques belles signatures, H&M par exemple, Micron, Lennar, Accenture, FedEx ou encore Nike. En Asie-Pacifique, ce matin, la semaine démarre dans le rouge sur les principales places boursières hormis à Taïwan. On a des replis qui sont inférieurs à 0,5% au Japon, en Inde et en Corée du Sud. L'Australie perd un tout petit peu plus et les places chinoises sont en baisse d'environ 0,8 à 1%. Les marchés actions européens, ils sont attendus pour leur part à l'équilibre à l'ouverture. Dans l'actualité des sociétés, Vivendi introduit ses filiales issues de la scission à la bourse de Londres pour Canal+, sur Euronext Amsterdam pour Havas et sur Euronext Growth pour Hachette. Vivendi qui quitte en parallèle le S&P Europe 350. L'Italie s'est dit prête à travailler avec Stellantis mais sous condition, a affirmé la première ministre Giorgia Meloni. JC2Co abandonne le projet de fusion de ses activités en Slovaquie et Opium cherche à mener à bien un plan de redressement et de refinancement qui doit être validé par le tribunal, mais ça va pas être simple. Ailleurs en Europe, Unicredit a officiellement déposé son offre sur Banco BPM. Cette dernière envisagerait de relever ses objectifs, voire de s'associer à Banca Monte dei Paschi pour repousser une tentative de rachat. Le gouvernement britannique a approuvé l'acquisition par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky d'International Distribution Services, la société mère de Royal Mail, pour 5,3 milliards de livres. BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi se sont alliés pour développer l'avion de combat du futur. Porsche Automobile a annoncé de lourdes dépréciations et a retiré ses prévisions annuelles. Holcim clôture son programme de rachat d'actions. La FDA a homologué le Nemluvio de Galderma pour traiter la dermatite atopique. Novo Nordisk investit 1,2 milliard de dollars dans une nouvelle usine au Danemark. Allianz a renoncé à son projet d'acquisition de la société singapourienne Income Insurance selon Reuters. Deutsche Wohnen s'est mis d'accord sur les termes définitifs des accords concernant la domination et le partage des profits et des pertes avec Vonovia. Kudelski est touché par une escroquerie à plusieurs millions de francs et Perrault Duval a lancé un avertissement. En Amérique du Nord, Palantir, MicroStrategy et Axon vont rejoindre le Nasdaq 100. Illumina, Supermicrocomputer et Moderna en font les frais. Meta a demandé au procureur général de Californie d'empêcher OpenAI de devenir une entreprise à but lucratif selon le Wall Street Journal. Tim Cook, le PDG d'Apple, rencontrera Donald Trump vendredi. Tesla augmente le prix de ses modèles S aux États-Unis de $5 000 et Corvell annonce un fractionnement d'actions à raison de 3 pour 1. En Asie-Pacifique et ailleurs, Sinopec vend des actifs américains à l'entreprise britannique Ineos. Rio Tinto explore le potentiel d'extraction de gallium dans une raffinerie canadienne et On High Precision, la filiale de Foxconn, a pris une participation dans PowerX Semiconductor pour renforcer sa présence dans le secteur. J'en ai terminé avec cette chronique du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.